Imaginez-vous face à l'ennemi. Les balles sifflent au-dessus de votre tête. La mort rôde à chaque pas. Vous devez franchir ces lignes ennemies. Non pas une fois, non pas 2 fois, mais 15 fois. C'est l'histoire incroyable du soldat Hodge. Un homme ordinaire qui accomplit l'extraordinaire. 1944. L'Europe est à feu à sang. Au cœur de cet enfer, Hodge va prouver que l'humanité peut encore triompher. Sa mission, négocier l'échange de prisonniers, son arme, le courage, son bouclier, l'espoir. Découvrez comment un seul homme a défié la guerre pour sauver des vies. Rappelant à tous que même dans les heures les plus sombres, la lumière de l'humanité ne s'éteint jamais. Avant de lancer le générique, abonnez-vous, c'est gratuit, c'est juste un clic et ça fait avancer ma chaîne. 1er août 1944. Percée du front à Avranches par la 3e armée de Patton. Début de la libération de la Bretagne. 100 000 Allemands se sont réfugiés dans les forteresses du mur de l'Atlantique. Les Américains sont bloqués devant Brest. Pendant 1 mois et demi, ce sont de très durs combats. Des 1000 soldats sont tués ou blessés. Les Britanniques et les Canadiens libèrent le nord de la France. Les ports du Havre, Dieppe et Anvers ne sont plus occupés. Les Alliés disposent désormais d'assez de ports afin de se ravitailler. C'est la naissance des poches de l'Atlantique, Qui va de l'Orient à Royan. Le 9 septembre, la 94e division d'infanterie US arrive face à la poche de l'Orient. Son secteur est alors divisé en 3 parties, la poche de l'Orient, la poche de Saint-Nazaire et la Loire. Le major général Mahony reçoit les ordres suivants. L'infanterie ne doit pas entreprendre de grandes actions offensives. Mahony décide alors de combiner les patrouilles avec de l'artillerie. L'artillerie doit économiser ses munitions. C'est donc des hommes de la 94e division d'infanterie que Hodge va secourir. Hodge est originaire de Geneva, en Alabama. Il a fait ses études au Howard College à Birmingham. Il en sort diplômé en 1942. Il est déclaré inapte au service militaire suite à une blessure à l'épaule, contractée lors d'un match de football américain. Il s'engage comme volontaire dans la Croix-Rouge américaine. Il est affecté à la 94e Infantry Division sur un champ de bataille oublié. Hodge va forger son humanisme. Comment se fait-il que des soldats américains aient été faits prisonniers alors que Paris a été libéré en août 1944 ? L'aube se lève sur une mission périlleuse. Une patrouille de la compagnie K, du 301e régiment d'infanterie, s'aventure dans le No Man's Land vers les lignes allemandes de la poche de l'Orient. Flippant, non? Les GI avancent vers Guidel. Ils ont été repérés par les Allemands. La tension monte. Harry Gregson, l'ange gardien, les accompagne, prêt à déchaîner le tonnerre de l'artillerie américaine en cas de danger. Gregson raconte: un visiteur de Mars aurait pu, en nous voyant, se moquer de notre folle civilisation. L'éclaireur Thomas Richards est tué. Les Américains sont encerclés. Gleason rapporte: c'est difficile de prévoir comment les hommes vont réagir au combat. Certains qui s'étaient très bien comportés à l'entraînement pouvaient craquer nerveusement. D'autres qui étaient moins doués se révélèrent avoir des comportements héroïques. Dans un dernier souffle de lucidité, le chef de patrouille confie le destin de ces hommes au sergent Helms Harrington. Si tout est perdu, rendez-vous, murmure-t-il avant de sombrer dans l'inconscience. Pendant 5 heures interminables, Harrington mène une lutte acharnée contre le désespoir et l'ennemi. Et le temps s'écoule, inexorable. Et avec lui, l'espoir de survie. Gregson passe à côté de la mort. Quand une balle qui m'était destinée passe juste à côté de moi, j'ai réalisé que je ne me battais pas seulement pour une cause, mais pour ma propre survie. Finalement, dans un acte de courage mêlé de résignation, Harrington prend la décision la plus difficile de sa vie. Il lève la main et, dans un silence assourdissant, ordonne le cessez-le-feu. Le destin de la patrouille bascule, suspendu entre la vie et la captivité. L'enfer de la bataille cède place à une réalité tout aussi brutale. Les blessés encore hébétés sont acheminés vers la gare maritime de Lorient. 36 prisonniers valides sont escortés jusqu'au centre-ville, dans l'ancienne caserne française Buisson. Mais rien n'aurait pu préparer les Américains au spectacle qui les attendait. Lorient, autrefois une fière cité portuaire, n'est plus qu'un champ de ruines. Gregson, le regard hanté, témoigne. La violence des bombardements acharnés laisse une cicatrice indélébile sur le visage de la ville. Plus troublant encore, les interactions entre occupants et occupés semblent empreintes d'une normalité déconcertante. Les fermiers français semblaient avoir des relations correctes avec l'occupant, observe Gregson, perplexe. Ce n'est que plus tard que la terrible vérité éclate au grand jour. Nous avons appris que les Allemands faisaient payer un terrible prix pour les actes de résistance et de sabotage. L'Oberleutnant Schmidt est chargé d'interroger les prisonniers. C'est une nouvelle épreuve pour les GI. De petite taille, Schmidt a peu de charisme. Il est compensé par une très grande culture générale qui impressionne ses interlocuteurs. Pour Gregson, une angoisse supplémentaire s'ajoute à celle de la captivité.
Chaque question posée par l'officier est un traquenard, car Gleason dissimule une vérité explosive. Son identité juive, une condamnation à mort en territoire nazi. Alors que l'interrogatoire commence, Gleason serre les dents. Il sait que chaque mot pourrait être le dernier. Il n'est pas le seul soldat juif de l'escouade. Nous avons le témoignage du soldat de première classe, Ryder. Lorsque nous avons été surpris par l'embuscade, avec 4 autres camarades de même confession, nous avons enterré nos plaques d'identité qui faisaient référence à notre religion. Le 5 octobre, c'est une journée chargée d'émotions qui attend les Américains. Les GI, encore sous le choc de la capture, sont conduits à Lannister. Mais ce n'est pas pour un nouvel interrogatoire qu'on les emmène. Une cérémonie solennelle a été préparée par les Allemands. Un moment suspendu entre deux mondes. Sous un ciel gris, ennemis d'hier se retrouvent dans le respect des morts. Le sale d'honneur est tiré par les Allemands et résonne comme un écho surréaliste de la bataille qui vient de s'achever. Ce geste inattendu de l'ennemi va profondément émouvoir les Américains. Gleason écrit: le prêtre parlait solennellement de valeur et de patrie. Les gardes allemands sont engrossés quant à leur sort après la guerre. Les GI sont compatissants. Harrington note ainsi dans son journal de captivité: C'est pauvre moche. ils ont combattu sur tous les fronts et n'ont plus d'avenir maintenant. Ceux qui sont rentrés chez eux en permission le printemps dernier ont découvert que leur ville et leur maison n'étaient plus que des débris. Les gardes nous posent question sur les États-Unis. Pour eux, c'est le paradis. Le 11 octobre, un vent glacial souffle sur les prisonniers américains. Les Allemands leur annoncent un transfert mystérieux vers une île inconnue. Embarqués sur un radeau vétuste, ils volent vers un destin incertain. L'île de Groix se profile à l'horizon, austère et menaçante. Débarqués à Port Tudy, les hommes grimpent difficilement une colline, puis parcourent 3 km dans un paysage désolé. Tout d'un coup, tel un spectre de pierre, apparaît le fort Surville. Ce bastion glacial à l'extrémité est de l'île N'a rien d'une destination de vacances. On est loin du Saxonson. Imaginez plutôt un jour sombre, humide. Vous êtes gelé, affamé et épuisé. Vous vous ennuyez. Bienvenue dans la nouvelle demeure des GI. Vous vous souvenez au début de la vidéo, je vous ai parlé de l'accrochage du 2 octobre. Les hommes étaient partis pour une simple patrouille. Ils vont subir un hiver cruel, sans vêtements adaptés. De l'Orient à l'île bretonne, les prisonniers vont être totalement coupés du monde. Vous êtes sur une île pleine d'Allemands, entourée par l'océan, terrifiant, n'est-ce pas? Un espoir surgit pourtant. Sasserfield, prisonnier depuis août 1944, parvient à faire parvenir une lettre à un civil français. Ce SOS désespéré atteint miraculeusement le quartier général de la 94e division. Hodge, représentant de la Croix-Rouge, se voit confier la mission importante de trouver une solution. Les prisonniers manquent de tout, de nourriture, de vêtements et de médicaments. Cette urgence est palpable, chaque jour qui passe les rapproche dangereusement du point de non-retour. La question qui hante tous les esprits: les hommes survivront-ils? Le temps presse et la vie des soldats repose désormais sur les épaules de Hodge. Comment amener de la nourriture et des cigarettes à des prisonniers qui sont sur une île? Hodge tente une première chose en écrivant une lettre pour avoir l'autorisation d'apporter des denrées et des fournitures sur l'île. Tic-tac, tic-tac, l'horloge tourne et la situation des prisonniers empire. 5 jours plus tard, toujours pas de réponse. Hodge envoie une nouvelle missive qu'il apporte personnellement à la compagnie maritime française de Concarneau qui avait eu des contacts avec les Allemands. Après une longue attente, il reçoit enfin une note du service de reconnaissance US. Écoutez bien, un prêtre français envoyé par les Allemands lui dit que les autorités de la poche de l'Orient donneraient une réponse le 27 octobre sur une rencontre possible entre les Allemands et Hodge dans le village de Magouer à 11h le 28 octobre. Réactif, notre héros se rend instantanément à Ethel, un village libéré juste en face de Magouer. Hodge va trouver quelqu'un avec qui négocier. Schmidt n'est pas un officier comme les autres. Diplômé en histoire de l'université britannique d'Oxford où il a passé 6 ans, il a enseigné l'anglais et l'allemand à l'université de Rennes avant le déclenchement de la guerre 39-45. Hodge finira par l'appeler mon vieil ami. Schmidt donne sa parole d'officier que tout ce qui sera donné arriverait aux bonnes personnes. Le 31 octobre, Sasserfield envoie une lettre de remerciement à Hodge. Les colis sont bien arrivés et il précise qu'ils sont bien traités par les Allemands, et plus particulièrement par Schmidt. Mais celui-ci va plus loin, il confie à Hodge que les Allemands seraient d'accord pour procéder à un échange de prisonniers. Mais Hodge sent que les événements dépassent sa propre autorité, il doit aussi convaincre les hauts gradés d'autoriser un échange de prisonniers en pleine guerre. Hodge obtient l'accord de ses supérieurs. Il se rend à Paris pour rencontrer des officiels de la Croix-Rouge internationale. Ceci ne vaut pas d'objection à un tel événement.
Le 16 novembre, de 9h à 17h, les armes se taisent. C'est l'heure de la trêve. Et qui sont ces Allemands prêts à retourner en enfer? Des volontaires, triés sur le volet parmi 5000 prisonniers d'un camp à Rennes. Les voilà qui arrivent, en camion. Hodge intrépide traverse la rivière pour s'assurer que les GI soient là. Surprise, les Allemands ont emmené avec eux des médecins. Pourquoi? Pour vérifier l'état de santé des prisonniers allemands. Certains sont écartés, jugés inaptes pour le service d'infanterie. Mais heureusement, suffisamment d'hommes ont été sélectionnés par Hodge pour parvenir au nombre de 79 Américains qui attendent impatiemment de l'autre côté de la rivière. 79 destins suspendus au fil de l'histoire. Les GI aperçoivent Hodge. Des cris de joie résonnent sur la rivière. Qui a gagné les World Series? Qui est le nouveau président? Des questions si banales en temps normal deviennent le symbole d'une liberté retrouvée. Mais ce n'est que le début de leur incroyable odyssée. La plupart vont retourner sur le sol américain. Mais pour quelle raison? Une règle méconnue du département d'État stipule que pour 60 jours de captivité, c'est un aller simple pour les USA. Le voyage se poursuit. Les GI rejoignent le quartier général de la 94e division à Plouay. L'accueil, digne d'un film hollywoodien. L'orchestre de la division joue pour eux, et pour les blessés américains, cap sur les États-Unis pour une nouvelle vie. Le soldat Keenan témoigne. Installés dans des tentes pour 5 hommes, où nous recevions 3 repas par jour, où nous pouvions nous doucher, et où nous avons perçu un nouvel uniforme. Nous commencions tous à penser que la guerre n'avait pas que des mauvais côtés. Mais après 3 jours, nous avons été renvoyés en ligne dans nos trous de renard. Falcon Aster ainsi que Gleason reçoivent la médaille des blessés, la Purple Heart. Les hommes d'Arrington sont donc libérés. Parmi les rapatriés US figurent des membres de l'armée de l'air, ainsi que des hommes appartenant à la 4e et 6e division blindée, emprisonnés eux aussi à Fort-sur-Ville. Le miracle de l'Orient va être suivi d'un autre moment heureux, mais bien peu en furent témoins à l'époque, c'est l'échange de la rougère devant la poche de Saint-Nazaire. Les Allemands et les Américains ont bien compris les avantages réciproques de ces échanges. Les autorités de la poche de l'Orient vont récupérer des soldats expérimentés aguerris. Certains soldats US libérés vont être engagés dans la bataille des Ardennes. Le ressort permettant le déclenchement d'une nouvelle négociation fut trouvé lorsque le général anglais Richard Foote apprit que son fils, le capitaine Michael Foote, avait été capturé par les Allemands lors d'une opération secrète en Bretagne. Vous pensez que cette histoire n'est qu'un simple échange de prisonniers? Eh bien non, il s'agit aussi de la mort d'un père pour son fils. Pourquoi fallait-il absolument sauver Foote? Foote a été recruté par la Special Air Service Brigade, SAS, chargée de réaliser des opérations commando en Europe occupée. Créée par Sterling, cette unité compte 25 000 hommes. Leur rôle est d'encadrer la résistance. Hodge doit porter assistance à Foote le plus vite possible, car si les Allemands apprennent que Foote fait partie des commandos britanniques, il sera fusillé immédiatement. En effet, Hitler a émis un ordre secret le 18 octobre 1942 qui ordonnait d'abattre systématiquement tous les membres de la Special Air Service Brigade. Les Allemands ne vont pas vouloir lâcher Foote facilement. Il s'est évadé 3 fois et a été repris à chaque tentative d'évasion. Il est grièvement blessé. Les Allemands le jugent dangereux. Pour eux, il sait beaucoup trop de choses. Le 22 novembre 1944, Hodge part donc négocier un second échange. Il traverse les lignes allemandes entre Chauvet et Saint-Père-en-Retz. Hodge monte à bord d'une vedette de la Kriegsmarine et débarque à Saint-Nazaire où l'attendent 4 officiers allemands, notamment le chef d'état-major Harry Pinsky et le chef de service de renseignement, le Hauptmann Heinz Roland Schmuck. Hodge examine la liste des prisonniers et la surprise, Foote n'est pas inscrit sur celle-ci. Hodge déclare: ils ne sont pas tous là. 2 Américains et un Anglais sont manquants. Je connais leurs noms et ils ne sont pas sur la liste. Hodge demande ce qu'il en est de l'anglais. Les Allemands lui répondent qu'il est hors de question pour eux de le libérer car il leur a causé trop de problèmes. Hodge rétorque: je pense vous dire que l'échange n'aura pas lieu, nous les voulons tous ou rien du tout. Hodge persiste et les Allemands finissent par céder, mais pas à n'importe quel prix. Pour eux, Foote n'est pas un simple soldat, ils ne veulent pas l'échanger sur la base d'un homme pour un homme. Hodge lance une réponse cinglante aux officiers allemands. Vous m'avez dit que les Allemands étaient d'une race supérieure et bien éduquée et qu'ils ont développé le génie humain et dépassé toutes les autres nations intellectuelles. Maintenant, vous admettez qu'un capitaine anglais blessé est l'égal de 5 majors allemands avec la plus haute décoration militaire? Quand l'interprète traduit les propos de Hodge à l'officier supérieur allemand, celui-ci tape du poing sur la table en disant « Nein, nein, nein !» Un capitaine allemand décoré de la croix de chevalier est bien supérieur à votre capitaine Foote. Nous échangerons le capitaine Foote contre un capitaine allemand décoré de la croix de chevalier. L'accord est scellé par un verre de brandy, mais il est impossible de retrouver dans les camps de prisonniers allemands sur le continent un capitaine ou un major décoré de la croix de chevalier.
L'échange va-t-il échouer? Richard Foot va-t-il perdre son fils? Rassurez-vous, Hodge a encore une carte à jouer. Cette carte, c'est un as des vedettes rapides allemandes, surnommé le Tigre de la Manche. Il s'agit de Karl Müller, celui-ci croupi dans les prisons britanniques. On vit donc au matin du 29 novembre, à partir de 10h, à la faveur d'une trêve qui allait s'étendre de 9h à 18h, arrivé au carrefour de la Rogère, une Jeep américaine remplie d'officiers et des véhicules marqués de la Croix-Rouge. On commença, comme lors de la poche de l'Orient, à vérifier les listes, mais là, le Tigre de la Manche n'est pas mentionné. C'est le capitaine Hodge lui-même qui va le remettre aux Allemands le 1er décembre. Même si Hodge n'est pas passé à la postérité, pourtant des caméras étaient là pour immortaliser le moment. La presse s'en est mêlée, tout comme lors de la poche de l'Orient où il y avait des journalistes américains et britanniques qui ont couvert l'événement. Des soldats français du 93e régiment Herry vont être disposés en protection. Le climat est détendu. À partir de 18h, pendant que leurs camarades français libérés se préparent à jouir d'un mois de permission avant d'être éloignés du front, les hommes du 93e régiment Herry réintègrent déjà leur poste de guet et de combat sur le front de Pornic. La guerre reprenait. Les carnets de captivité des soldats américains sont une mine de renseignements précieuse pour comprendre l'état d'esprit des Allemands à la veille de la défaite, non seulement dans les dernières poches de résistance allemande sur le territoire français, mais aussi sur le front de l'Est. L'un des gardiens des prisonniers américains dit ainsi: « Cela fait 8 ans qu'il est dans l'armée, la plupart du temps passé sur le front russe. Cela a dû être l'enfer. Il est jusqu'au boutiste et dit qu'il gardera la dernière balle pour lui en cas de défaite du Troisième Reich. » Ils attaquaient en lignes successives la seconde ligne, ramassant les morts et les blessés de la première ligne. Les Allemands auraient gagné sur le front russe et une partie de leur armée n'avait pas été déplacée de ce secteur à cause de la menace américaine. Ces dernières paroles furent: « Quand nous aurons envahi l'Allemagne, nous serons obligés de combattre les Russes seuls pour protéger notre système. Nous regretterons alors de ne pas avoir les Allemands avec nous. » Andrew Hodge a négocié des accords permettant le rapatriement de 149 prisonniers alliés qui ont pu quitter les poches de l'Orient et de Saint-Nazaire, fait unique dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup d'entre eux lui doivent la vie. La compagnie K se verra d'ailleurs récompensée par une citation présidentielle pour ses combats à travers la ligne Siegfried. En 1949, les missions du Comité international de la Croix-Rouge, qui s'occupait jusqu'alors uniquement de la protection des militaires, sont élargies aux civils. Andrew Hodge a obtenu 2 fois la médaille Bronze Star et a rejoint le secteur des assurances aux États-Unis. Il a fait toute sa carrière dans le groupe Liberty National jusqu'au poste de vice-président avant sa retraite en 1984. En 2003, le vétéran de la compagnie K, Bernard Ryder, fait prisonnier devant Guidel et échangé le 16 novembre 1944, a contacté ses anciens camarades prisonniers encore en vie afin de contribuer à la mise en place d'une plaque sur le fort sur ville. La plaque porte l'inscription suivante en anglais, breton et français: « En témoignage de notre reconnaissance et de notre affection la plus profonde aux Français de l'île de Groix qui disposaient de si peu pour eux-mêmes et qui cependant nous ont tant donné, les hommes de la compagnie K, 301e régiment, 94e Infanterie Division, United States Army, octobre en novembre 1944. » Michael Foot a été soigné en Angleterre. Après la guerre, il a enseigné pendant 8 ans à l'université d'Oxford avant de devenir professeur d'histoire moderne à l'université de Manchester. Il est devenu le spécialiste britannique des mouvements de résistance en Europe. Il est surnommé Monsieur Résistance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous conseille de lire le livre de Luke Bauer. Les Incroyables échanges, un exemple d'humanité en temps de guerre. C'est passionnant, c'est bien fait, rapide à lire. Vous aurez des détails sur l'évasion de Foot. Vous savez maintenant qu'il vous reste une chose à faire. Vous connaissez la musique. Likez, partagez et vous abonnez. À une prochaine vidéo. Ciao.